Du coup, j'ai fait un petit stream et j'en ai fait une petite vidéo qui est sortie, hein, abonne-toi, mets la cloche, où je parle un petit peu, je fais un peu le bilan des législatives et je finis sur la question de la gauche et notamment le séisme qui a été le fait que Roussel perde une circo qui était historiquement communiste, Ruffin qui était en très mauvaise posture dans sa propre circo, etc. Et j'ouvre la question éventuellement de se poser des questions sur la stratégie militante. Parce que on a Ruffin et Roussel qui notoirement ont un peu la stratégie des fâchés, pas fachos, etc. Et on a vu dans les différentes, notamment il y avait, en fait la seule erreur c'est que je n'ai pas montré dans ce live là et du coup j'avais pas l'illustration. Mais ce fameux passage sur TF1 où on le voit qui est en train de tracter, il tracte auprès de gens qui sont dans leur bagnole et les gens dans leur bagnole sont en mode ah non Mélenchon c'est pas possible, etc. Gna, gna, gna. Et son premier réflexe, et c'est ça ce que je disais dans ma vidéo, c'est que son premier réflexe c'est de les brosser dans le sens du poil, mais un poil qui est déjà brossé dans ce sens là par le RN, par les médias Bolloré, etc. etc. Et en fait il y a la question de la stratégie, c'est pas uniquement les fâchés pas fachos, mais c'est à quel moment tu abandonnes justement l'idée de convaincre les gens. À quel moment tu abandonnes le fait que militer, c'est aussi faire de l'éducation populaire et c'est aussi changer l'opinion des gens. Et en fait, voilà, c'était un peu là où je voulais en venir. Et du coup, dans ce live, je m'étais un petit peu énervé sur certaines personnes sur Twitter. Non, mais en plus, on va voir la vidéo, mais tu t'es énervé avec ta DA de Deb Bourgeois, Sciences Po insupportable, qui est pour moi, ta meilleure DA overall. C'est clairement ton prime quand tu fais ça. Et c'est hyper violent pour les gens. Après, moi, c'est pour ça que j'adore. Ah, mais bien sûr. Mais du coup, je me suis énervé notamment sur son CM qui, le soir du résultat des élections, oscillait entre les méchants mélenchonistes, vous nous aidez pas, et l'autosatisfecit de regarder, on a fait reculer le RN par rapport aux européennes. Et du coup, je me suis un peu énervé là-dessus. Ça a été clippé par ce fameux CM, vu qu'il était attaqué directement, hein, fair game, hein, si tu veux. Voilà, why not? Me parler comme un chien, je passe, on va dire que c'est le jeu. Mais chier sur le travail de tous les militants insoumis, amiénois et de Picardie Debout. Merci d'avoir rajouté de Picardie Debout, parce que bon, on se demandait où c'était, pardon. Qui ont collé, tracté, fait du pas d'apport pendant les semaines pour Manon Aubry, c'est abject. Parce que l'extrait qu'il a c'était ça. Ce qui me fait rire, c'est qu'il y a aussi il y a aussi le CM de Ruffin qui s'est énervé sur tout le monde pendant toute la soirée. Son argument numéro 1, c'était quoi? C'est on a amélioré le score par rapport aux européennes. Mais chaton, t'as fait campagne pendant les européennes, toi? Déjà, je les ai pas traités de chiens, j'ai dit chaton. C'est pas pareil. Les gens n'aiment pas que tu dis chaton. Hein. Ça, c'est mon arme secrète, chaton. Ah, chaton, mais vraiment, le nombre de gens que j'ai vu prendre le seum sur ça, c'est vraiment chaton. Hein. Mais d'autant que, désolé, à un moment, la raison pour laquelle j'ai dit ça, c'est parce que, connaissant pas mal d'insoumis, on va dire, dans à peu près partout dans le Nord, ils étaient pas là, les militants de Picardie Debout. Sachez qu'il a des datas de première main. Bah oui, je sais qu'ils étaient pas là. Donc c'est pour ça que le fameux on de Ruffin, bah c'est ça que j'attaque. C'est quoi ce on? C'est qui on? Picardie Debout, pendant les européennes, ils préparaient juste leur trahison et ils préparaient la transformation de leur association en parti politique pour récupérer les thunes. Après, Ruffin, évidemment, il a fait le minimum syndical. Oui, il a fait le minimum syndical, c'est ce que je dis. C'est pas, il s'est enfermé dans une grotte. Non, bien sûr, il a fait le minimum syndical. Je veux dire, quand tu connais les lores et les trucs, il aurait pu être plus radical pendant ces législatives-là. Et tu vois très bien aussi que le focus sur la question palestinienne, ça a été aussi une raison de dire « Oh, oui, j'y vais pas ». Mais ça a été pareil pour toute la team des traîtres, tu vois. Genre, autant, elle a pas tweeté beaucoup pendant la campagne, quoi, globalement. Elle retweetait parfois des trucs de Manon Aubry une fois de temps en temps. Mais, il y a eu quand même une absence assez remarquée pendant cette campagne. Et ok, fair game, tu vois. Genre, si tu veux, c'est la campagne des Insoumis, c'est leur dos, etc. Mais va pas commencer, du coup. Bref. Pourquoi tu compares avec une campagne que tu n'as pas faite? C'est facile, quand tu es dans un collectif militant, de rien foutre. Et quand tu chies dans la colle, de dire c'est la faute des autres. Parce que moi, en fait, c'est ça que je voulais dire. C'est que quand tu chies dans la colle, dire que c'est la faute des autres, parce que, vu que dans son clip, il n'a pas parlé du fait que j'accusais officiellement Ruffin d'avoir fait son petit coup médiatique en mode « Ah, Mélenchon, c'est un boulet pour préparer le fait de trouver une excuse facile. Hein, ça, bizarrement, il ne l'a pas clippé. Mais parce que c'est précisément ça, c'est que Ruffin, son sujet numéro 1, c'est Mélenchon est un boulet. C'est à cause de Mélenchon si le RN est aussi fort dans ma circo. À cause de Mélenchon, on ne peut pas faire campagne, etc., etc. Donc oui, c'est ce que je dis. Si toi, tu chies dans la colle et que tu accuses les autres derrière, on joue pas comme ça, en fait. Bref, du coup, moi, il s'est énervé. Sur le fond, désolé, mais je ne parlais pas de Jean-Luc. Tout ne tourne pas autour de Jean-Luc. Ah bon, tout ne tourne pas autour de Jean-Luc? Moi, je me contrefie de savoir qui est le meilleur de Ruffin, que Jean-Luc ou de Tonnelier. Wow.
tonnelier. Hein. Si tout tourne pas autour de Jean-Luc, pourquoi dans son super tract, il dit en gros, je suis en profond désaccord avec Jean-Luc Mélenchon. C'est très important ce qui est en gras. Et qui dit, je ne siégerai pas avec la France insoumise. Ne vous inquiétez pas. Donc, si tout tourne pas autour de Jean-Luc, dans ce cas, pourquoi c'est votre cible numéro 1 pour cette campagne? Et donc, la vague énorme qui a emporté, donc là, il parle de la vague RN, puisque là, je fais un truc sur, voilà. Leurs défaites ne veulent pas dire qu'on a raison, mais qu'eux ont tort. Mais, et encore, je suis prêt à admettre qu'ils n'ont tort qu'en partie. Tu vois, je leur concède un truc, ça va, je suis gentil. Hein. Non, tu le fais de la pire façon. Je suis prêt à admettre qu'ils n'ont tort qu'en partie. Mais la réaction qu'ils ont eue, et là je m'adresse à Sylvain là, la réaction qu'ils ont eue de dire tout va très bien Madame la Marquise, on a fait une campagne géniale, rien n'est de notre faute, on a progressé dans notre score, regardez par rapport aux européennes, on a fait un meilleur score par rapport aux européennes, donc en vrai on est en progression, mais c'est juste que le RN ils sont trop forts. Il va falloir aussi se remettre en question et se poser des questions concrètes sur l'échec cuisant de la stratégie des fâchés pas fachos, particulièrement dans les endroits où le RN progresse de fou quoi. Parce que du coup, il prend un extrait où je parle de la stratégie des fâchés pas fachos parce que j'ai fait tout un live, en gros, pour parler du fait que la stratégie de brosser les gens dans le sens du poil ne marchait pas face à la vague de l'extrême droite. Et que du coup, voilà. Et évidemment qu'il n'y a pas que ça. Évidemment que la politique ne se fait pas que de discours. À un moment, quand tu vois des gens qui sont totalement absents de leur tract, les députés fantômes du RN qui sont quand même hyper hauts dans les scores, c'est aussi que la machine médiatique, elle est à leur... c'est aussi pour ça que je leur concède le truc de d'accord, ok, en vrai, la vague RN, c'est vénère. Sauf que ce qui me fait rire, la vague énorme qui a emporté Charlotte Leduc, qui risque d'emporter Caroline Fiat, qui met en danger Florian Chauche, Rachel Keke. C'est l'échec cuisant de la ligne Ruffin. Alors c'est marrant, du coup, il s'est dit, ah, faut que je trouve une noire. Rachel Keke, elle a arraché une circonscription historiquement RPR-UMP. Parce que c'est pas parce que c'est la banlieue parisienne qu'il n'y a pas de la droite là-bas. Donc alors, la vague qui risque d'emporter Rachel Keke, non. Rachel Keke, ça a été une candidature de conquête et elle a conquis un territoire. C'est absolument pas le même contexte. Vas-y, tu peux dire un truc. Mais en fait, moi, je vois pas une opposition entre le fait que la vague RN passe sur tout le monde, bien sûr, et critiquer la ligne fâché pas facho, parce que moi, de toutes les interactions que j'ai eues avec lui, avec des ruffinistes, à voir Ruffin, etc., t'as un sous-entendu qui est que eux doivent se dissocier de la France insoumise parce qu'ils ont une très bonne stratégie qu'ils ont proposée, parce que c'est ça aussi les sous-entendus de Ruffin, de dire que en interne il a essayé d'expliquer que c'était pas ce qu'il fallait faire, qu'on parlait trop au quartier populaire. Enfin, ce truc là, ça fait 4 ans qu'on nous le sort, donc on la connaît le truc. Et eux, leur hypothèse, c'est que c'est ça qui va les faire gagner, qu'ils ont trouvé la solution au combat contre le RN. Mais de fait, ce qu'on constate ces derniers temps, ça n'a pas fonctionné. Genre, désolé, genre de fait, votre stratégie ne vous permet pas d'être une contre-proposition. Et d'autant que la vérité, c'est que leur stratégie, c'est pas une stratégie, c'est pas une stratégie fâché pas facho, c'est une stratégie clientéliste. Parce qu'au premier tour, le tract qu'ils ont distribué dans les quartiers nord, c'est... attends, hop. Au premier tour... Non, c'est en 2022. Non. Front populaire avec Jean-Luc Mélenchon. 30 juin. Mais non. Si. Attends, quoi? Au premier tour, le tract qu'ils ont distribué dans les quartiers nord, il y avait la tronche de Mélenchon. Donc c'est pas une stratégie fâché pas facho, on va etc. C'est une stratégie clientéliste. Ils vont dans les quartiers nord, ils mettent la tronche de Mélenchon. Ils vont partout ailleurs, ils disent Mélenchon est un boulet. Non mais pour moi, Ruffin, en juste ça, il est décrédibilisé. Enfin, à un moment, genre, il n'y a rien besoin de dire en plus, en fait. Il n'y a rien besoin de rajouter. C'est un traître et un opportuniste. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Enfin, clairement, genre, quel est l'autre constat possible quand tu vois ça? Donc, ça veut bien dire qu'il a conscience que le discours de Mélenchon n'est pas un repoussoir partout. Non, mais sauf que les gens qui accusent Mélenchon de clientélisme, de dire qu'il parle d'antiracisme pour parler au quartier, sauf qu'il parle d'antiracisme pas que dans les quartiers, il parle d'antiracisme absolument à tout le monde. Parce qu'il conçoit, et ça encore une fois, je dis pas Mélenchon notre gourou, etc. Mais c'est que la différence entre les deux, c'est que Mélenchon conçoit le militantisme comme de l'éducation populaire, et que tu vas aller convaincre des gens, y compris qui ne sont pas d'accord, et que tu vas aller faire un peuple un et indivisible sur une base commune. Et donc, il va parler du coup d'antiracisme à absolument tout le monde, et il va en faire la base de ce que veut dire le peuple français.
là où d'autres vont aller foutre la gueule de Mélenchon pour plaire aux Arabes et vont parler. Ouais, c'est lui le clientéliste. Bah oui. Mais en plus, tu sais, genre, le truc, c'est genre dire que la gauche mélenchoniste, là, pour resserrer le truc, a la solution contre le vote RN dans la ruralité clé en main. Enfin, même Mélenchon Personne le ne dit pas. prétend l'avoir. Genre, enfin, tu vois, genre, c'est pas, il y a personne qui prétend ça, tu vois. Et c'est aussi Mais pour ça. les seuls qui le prétendent, c'est bien les militants du PC, c'est bien les ruffinistes, Exactement. c'est bien Ruffin, etc. Genre, donc de fait, on va parler du tract après, mais clairement, le tract là, qui court après les macronistes et compagnie, c'est bien un aveu d'échec. On vient pas pour donner des leçons. Simplement, on répond aux donneurs de leçons. Parce que les donneurs de leçons, depuis le début, c'est les ruffinistes qui disent que de toute façon, Mélenchon est un boulet, qu'on ne peut pas militer comme ça, que de toute façon, eux, ils savent comment faire la bataille puisqu'ils sont sur le front de la Somme, etc. etc. C'est eux les arrogants en premier lieu. Avec la vague RN et la chute de l'abstention, on voit que Ruffin et Roussel se reposaient sur une frange fine de l'électorat et que les fâchés pas fachos, ils les ont pas convaincus. La question de la ruralité, à part avoir des instincts réac et parler des jambons, ils font rien. Oui, et c'est encore un autre truc que Sylvain a oublié de clipper dans ma vidéo, hein, mais parce que c'était mon sujet principal aussi, de cette idée de considérer l'électorat comme un stock, ne pas le considérer comme quelque chose qu'on peut conquérir, de se reposer aussi sur un acquis, de se reposer sur un discours bien, etc., etc. Toute ma vidéo, c'était là-dessus. Bon, il a décidé de clipper les trucs où je l'attaquais personnellement. Bon, fair game, etc. Mais bon, on arrive à ce fameux tract, parce que du coup, Sylvain qui me répond aujourd'hui, qui fait ses petits tweets, et le même jour, François Ruffin qui sort ce tract. Donc il sort un tract pour le second tour. Pour le mandat, j'ai choisi la force tranquille. Ah oui, la force tranquille. Avec en gros, je ne siégerai pas avec la France insoumise. Avec en gras, je suis en profond désaccord avec Jean-Luc Mélenchon. Dès le samedi 7 octobre, j'ai condamné avec fermeté les actes terroristes du Hamas. Je me suis opposé à l'investiture d'un homme condamné pour violence conjugale. Je dialogue avec tout le monde, les syndicats, leurs dirigeants, les chefs d'entreprise, les artisans, les commerçants, sans les mépriser. Plutôt que le bruit et la fureur, depuis 2 ans, j'ai choisi la force tranquille. La France a besoin d'apaisement. Plutôt que déchirer, il faut soigner notre République. Et en fait, c'est ça. C'est que, genre, il fut un temps où Ruffin, il disait que c'était la moindre des choses que d'arracher sa chemise au mec d'Air France. Il fut un temps où il allait bordéliser des AG à Casino, etc. Merci, Miss Julia. Il fut un temps où il était partie prenante de cette bordélisation, de ce bruit et de la fureur, etc. Donc il y a eu un retournement de veste, le liseré bleu, blanc, rouge, faire une campagne entièrement contre Mélenchon. Merci Lord Saumon. Parce qu'après, c'est ça, hein. Le recto du tract, c'est ça. Le recto du tract, c'est François Ruffin n'a rien à voir avec Jean-Luc Mélenchon. Avec Lionel Jospin, Raphaël Glucksmann, François Bayrou. Genre, c'est... Alban Branland, donc, qui était la candidate Renaissance, qui était la candidate macroniste qui était au premier tour contre lui. Le tract est authentique. Une preuve supplémentaire aussi que le tract est authentique, c'est que généralement, tu mets pas la tronche d'autant de personnes si tu n'as pas leur accord aussi. On a le RN qui est à son plus haut. On a les macronistes qui veulent nous baiser la gueule avec une grande coalition, parce qu'on va en parler après, le fait que les grandes coalitions, c'est la pire erreur possible. C'est le meilleur truc pour tuer la gauche et pour faire monter l'extrême droite. La grande coalition, c'est le retour de l'UMPS. Bref. Donc on a les macronistes qui veulent détruire la gauche de rupture en proposant une grande coalition pour totalement noyer les voix de la gauche. Et du coup, face à ça, on a un candidat de gauche qui fait sa campagne de second tour contre Mélenchon, en utilisant l'argument « on n'aime pas Mélenchon » pour se faire élire. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Ah oui, et les autres qui sont encore pas certains que c'est pas un fake, Sébastien Jumel a fait pareil. On se débarrasse du rouge. Voter pour un député qui refuse les outrances de Mélenchon. Sébastien Jumel est un communiste, hein, normalement. Voter pour un député qui refuse les outrances de Mélenchon. Philippe Brun aussi a fait ça. Philippe Brun, bon lui, il est socialiste, je crois. Si Philippe Brun est élu et que Quinquan ne dispose de la majorité absolue, il donnera ses voix à un gouvernement d'union républicaine car le pays a besoin de rassemblement, etc., etc., avec des grandes priorités, etc. Au recto, je n'accorderai pas ma confiance à Jean-Luc Mélenchon. Donc, sur cette campagne de second tour, il y a une campagne coordonnée de la part de tout le bloc qui s'apprête à s'accorder avec les macronistes pour faire campagne en disant « on est contre Mélenchon, votez pour nous ». Code couleur, c'est du droitard bêtis, mais bien sûr. Bien sûr. Mais pourquoi ils font ça? Je vais leur accorder un peu de grâce. Pourquoi ils font ça? C'est parce qu'ils savent très bien que les macronistes, on n'est pas sûr qu'ils votent pour la gauche. Parce que globalement, les macronistes, ils préfèrent Hitler au Front populaire. Ils font ça pour avoir les voix des macronistes, en disant « oui, vous inquiétez pas, on n'aime pas Mélenchon, etc. » Mais sauf qu'une fois qu'ils seront au pouvoir
et qui du coup auront dépendu des voix macronistes pour se faire élire, puisqu'ils n'auront pas fait campagne pour créer un nouvel électorat de gauche. Ils n'auront pas fait campagne pour ancrer une nouvelle dynamique, pour rendre les voix macronistes dispensables, justement. Ils n'auront pas fait campagne pour pouvoir se détacher de cette nécessité odieuse qu'il y a systématiquement à devoir sucer la droite et donc se droitiser pour pouvoir se faire élire. Donc ça veut dire qu'au prochain coup aussi, ils devront se droitiser pour garder les mêmes voix qui les auront élus avant. Parce que les gens qui potentiellement auraient pu voter à gauche, auraient pu revenir aux urnes, auraient pu sortir de leur cynisme et de leur dégoût politique, bah, ils auront vu ça. Donc en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de la tactique de court terme, mais sur le long terme, ils sont en train de se tirer une balle dans le pied. Ils sont en train de tuer toute possibilité d'une gauche de rupture, toute possibilité d'un programme qu'ils avaient juré mordicus qu'ils allaient défendre. Ce qui est encore plus dégueulasse dans tout ça, c'est le contexte d'Amiens. J'en avais parlé un petit peu dans mes vidéos, mais je vais en reparler de façon un petit peu plus... Ouais, je vais vous remettre le verso de Ruffin, vous inquiétez. Très important de remettre le verso de Ruffin, c'est d'avoir un petit peu les datas en tête. Sur Amiens, enfin sur la Somme en fait, sur les circonscriptions de la Somme, en effet, la seule circonscription où la gauche est arrivée en tête, c'est une candidate insoumise. Alors bon, déjà, outre le fait que la circo de Ruffin a toujours été à gauche depuis sa création, enfin bref, que lorsque tu regardes dans le détail, il se fait élire par les villes. Donc François Ruffin, il a obtenu le soutien des macronistes sur sa circo, c'est pour ça qu'il a sorti son petit tract, etc., bien bleu, bien liseré, bleu, blanc, rouge, etc. Depuis lors, parce que j'ai des infos du terrain, le RN a totalement disparu de cette circo. Le RN, ils ont pris la conclusion en fait que la circo de Ruffin n'était pas gagnable. C'est bon, il a le soutien des macronistes, il va avoir les reports de voix, il va la gagner sa circo. Et putain, s'il la gagne pas avec ça. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe depuis le début du second tour? Le RN a déserté la circo de Ruffin et le RN a jeté toutes ses forces contre la circo de Zaya Hamdan, la deuxième circo d'Amiens. Pareil, les macronistes ont refusé de se désister sur la deuxième circo d'Amiens avec Zaya Hamdan, qui est une candidate insoumise, qui est arrivée en tête au premier tour. Donc dans la Somme, la seule circonscription qui a mis la gauche en tête au premier tour, donc qui peut du coup contrer cette super vague RN, elle subit le blocage des macronistes et le RN a entièrement jeté ses forces dans cette circo-là. Le contexte à Amiens, c'est aussi ça. C'est qu'en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que le but des macronistes, c'est de réduire au maximum le nombre de députés insoumis à l'Assemblée. Pour faire en sorte que les députés insoumis soient le moins possible une minorité de blocage. Pour pouvoir se donner la marge de manœuvre suffisante, pour pouvoir gouverner. Et quand je dis gouverner, c'est pas forcément faire un gouvernement. Mais pour pouvoir gouverner, ça veut dire pour faire passer des lois, pour avoir les votes à l'Assemblée nationale, avec toute la gauche non LFI. Donc avec voilà, le PC, EELV, le PS, bon évidemment le PS, de toute façon ils vont revenir au bercail, etc., etc. Et donc, et là-dedans, ce que fait François Ruffin en tapant sur Mélenchon, c'est être complice de ça. Comme l'objectif, c'est de réduire la France insoumise, Encore une fois, c'est pas, oh là là, méchant, ils sont méchants contre Mélenchon, etc., etc. Bon, mais c'est que la France insoumise représente une gauche de rupture qui vise précisément à asseoir dans le paysage politique français une gauche qui puisse être indépendante de la droitisation. Parce qu'en fait, pendant des années, le chantage qu'on nous a fait, c'est au premier tour voter avec le cœur, au deuxième tour voter avec la tête. Ça veut dire au premier tour, oui, vous pouvez voter pour les gauchistes, etc. Mais le second tour se gagne à droite. Ou plutôt, le second tour se gagne au centre. Et encore une fois, ça complète ce que j'ai dit dans ma vidéo précédente, c'est qu'en fait, il y a eu une évolution dans la culture politique où en fait, les partis de gauche ont arrêté d'essayer de conquérir électoralement et se sont reposés sur une base de gauche qui allait, quoi qu'il arrive, voter pour eux. Et un second tour où ils allaient pouvoir draguer la droite avec des arguments de droite, etc. Et négocier du coup une politique un peu plus droitière, un peu plus apaisée, etc. Pensez au mandat Hollande, c'est exactement ça. Mais en fait, on a eu pareil aussi avec des Jospin, même avec des Mitterrand, tu vois. Même si, bon, Mitterrand, c'était pas exactement le même contexte, tournant de la rigueur, etc. Bref. Mais globalement, ça a commencé en fait dans l'après-Mitterrand. Et la France insoumise, quand elle est apparue avec l'ambition de se débarrasser de ça. De se débarrasser de cette nécessité de devoir aller draguer la droite, de pouvoir dire enfin, on n'a pas besoin de droitiser notre programme, on peut appliquer un programme de gauche et on va se donner tous les moyens de se faire. Donc en fait, le but de détruire la France insoumise, c'est pas uniquement de mettre fin au bruit à la fureur parce qu'il parle trop fort à l'Assemblée nationale, c'est pas uniquement ça. C'est aussi une garantie pour le bloc bourgeois, c'est une garantie pour le bloc macroniste qui est en train de mourir, qui est en décrépitude totale, c'est une garantie de se négocier une assurance vie en revenant dans le giron du PS et en revenant finalement à l'ancienne.
en refaisant finalement un jeu de l'alternance, mais où l'alternance, ce serait entre le PS et le RN. Sauf qu'en fait, il n'y a pas d'alternance après le RN. Peut-être un peu premier degré, mais je pense que ça peut être un baiser mortel pour la fille où on peut sortir plus fort vraiment en se montrant comme une alternative. Je pense très sincèrement qu'on peut en sortir plus fort. C'est là où, en vrai, bon, je tape sur Ruffin, etc. Je tape sur Jumelles, les trucs comme ça, etc. Mais c'est eux qui sont en train de se tirer une balle dans le pied. Ils sont en train de faire le même pari perdant qu'a pu faire Hulot. Ils sont en train de faire le même pari perdant que Hulot. À penser qu'ils pourraient négocier des trucs à l'intérieur de l'appareil et se priver de toute possibilité de faire grandir finalement le bloc de gauche. Et de toute possibilité, en fait, de pouvoir s'indépendantiser justement de ces jeux-là. Parce qu'en fait, là, ça veut dire que leur assurance vie, c'est quoi? C'est les macronistes. C'est les gens contre qui ils étaient censés se battre depuis le début. Donc non, au contraire, c'est la France Insoumise qui va en sortir grandie de toutes ces affaires-là. Et c'est eux qui vont en sortir battus. Parce que c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Parce que je parle de la grande coalition, etc. En ce moment, il y a des grands discours sur une grande coalition qui aille de Macron au Parti communiste. Alors c'est marrant parce que du coup, le Parti communiste est arrivé hop, à droite de la France Insoumise. Maintenant, c'est nous les... Bref. Ils méritent plus leur nom, mais bref. Mais parce que malgré tout ça, même si Ruffin profite des voix de la droite pour se faire élire, même, il dit quand même pardon, c'est pas sur BFM, c'est sur RTL, je crois, qu'il ne participera pas à un gouvernement qui serait une coalition hétéroclite et improvisée. C'est ce qu'il dit, hop, juste ici. Les choses sont claires, je ne participerai pas à un gouvernement qui serait une coalition hétéroclite et improvisée, un bouli-boulga de cohabitation-coalition sous dénomination d'Emmanuel Macron. Et je dis attention même à ça, parce que déjà, les politiques suscitent du dégoût, on le voit, si on se lance dans des combines, des manœuvres, ça sera encore pire. Du coup, à quoi ça sert de faire ça? Autant il ferait ce move cynique pour négocier sa place au soleil. Allez, entièrement dans le truc de il faut un front républicain contre le RN, etc. L'apaisement, il jouerait totalement la partition. Presque je comprendrais, tu vois. Je vois la stratégie, voilà, encore une fois, il se dit il va se faire une Hulot, etc. Sauf que si c'est pour pas rejoindre une coalition de gouvernement, ça sert à quoi exactement? À part à être l'idiot utile des macronistes et de leur assurance vie. Parce qu'en fait, c'est même ça qui me déçoit presque chez lui, c'est qu'il n'aille pas jusqu'au bout de l'opportunisme en fait. Parce que du coup, il va faire quoi? Il va se faire élire avec les voix de la droite pour quand même siéger dans l'opposition de la gauche, donc j'imagine s'opposer au gouvernement Macron, ou alors parfois dire oui, parfois dire non, etc. Enfin, finalement être un siège girouette pour voter ici et là des lois qui sont un peu dégueulasses, mais pas trop. Et puis quoi? Et puis au prochain coup, qu'est-ce qui va se passer au présidentiel? Qu'est-ce qui va se passer aux prochaines législatives qui vont avoir lieu dans 3 ans? Sur quelle base est-ce qu'il va penser gouverner? Avec quel appareil? Avec quels alliés? Il essaye s'allier au PS après? C'est quoi? C'est le but, c'est de faire renaître le PS pour pouvoir être à sa remorque comme l'a toujours été le Parti communiste. Moi, c'est ça que je trouve étrange en fait dans ses moves en ce moment et dans sa stratégie, c'est que ça va nulle part. Finalement, à l'image des macronistes qui tirent un petit peu dans le tas partout et qui sont absolument pas coordonnés dans leurs actions parce qu'ils sont tous en train de flipper, qu'il est aussi un peu en train de faire que des gestes désespérés, mais faire que de la tactique, mais sans stratégie de long terme. Et c'est ça qui m'inquiète encore plus, c'est que s'il prétend contrer la vague RN, il faut penser au long terme à ce niveau-là. C'est pas la tactique qui va s'y opposer. Parce que tu vas revenir devant tes fâchés pas fachos en disant je me suis fait élire avec les voix des macronistes. Ah, vous savez, ceux qui vous ont fait la retraite à 64 ans? C'est quoi le but derrière tout ça? Et en fait, c'est aussi ça, c'est qu'il est en train de se tuer lui-même politiquement. Et c'est, je sais pas, c'est bizarre quoi. Je pense qu'il est vu trop beau avec le suçage médiatique qu'il a et qu'il pense premier degré qu'il y a plein de gens derrière lui. Ouais, mais est-ce qu'il le pense vraiment? Parce que j'ai pas envie de faire le pari total de son cynisme ou de sa bêtise. Ni l'un ni l'autre. François Ruffin a affirmé que sa place c'est sur RTL, pardon, que sa place ne sera pas dans le groupe LFI à l'Assemblée nationale s'il est élu député à l'issue du second tour des législatives. La France Insoumise, à l'évidence, oui, j'en suis parti. Acte François Ruffin. Bon, il n'y a jamais été. Hein. Il a été investi par la France Insoumise, il y a siégé, mais bon, il n'a jamais fait partie du mouvement. Mais bref. Après avoir critiqué haut et fort la décision du mouvement de ne pas investir certains candidats critiques avec la direction, comme Raquel Delgado, les co-conspirateurs, quoi. Mais des accords avec Jean-Luc Mélenchon sont connus, ils sont profonds sur la démocratie, sur le bruit et la fureur plutôt que la force tranquille. Mais du coup, c'est des désaccords de forme, en fait. Parce qu'il prétend avoir des désaccords de fond avec Mélenchon. C'est ce qu'il dit dans son tract. Dans son tract, il dit qu'il a des désaccords de fond sur le 7 juillet, sur le 7 octobre, pardon, etc., etc. Du coup, les désaccords de fond, c'est quoi? Sur la démocratie. Il est contre la 6ème République. C'est exactement quoi? Sur le bruit et la fureur, pareil, c'est des accords de forme, pas des désaccords de fond. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire exactement?
c'est dans la même veine de ce qu'il est en train de faire, de jeter à la, comment dire, de jeter à la mer l'entièreté du programme, de dire on trouvera des architectes pour refaire un programme, etc. quoi. Il ne sera pas dans le groupe LFI s'il est réélu. Oui, bah, il n'est pas le bienvenu, je pense. Ma place ne sera pas dans le groupe LFI si jamais je suis élu, ajoute François Ruffin qui siégeait avec les Insoumis à l'Assemblée nationale sortante. Il y a beaucoup de gens bien chez les Insoumis, mais il y a moyen de faire autre chose avec des amis communistes, écologistes, de génération, et ainsi de suite. Et ainsi de suite, t'inclus aussi Place Publique, vu que Glucksmann il t'a soutenu dans ton tract. Arrivant en seconde position au premier tour des législatives, les partis de gauche réunis sur l'avenir du nouveau Front populaire tentent d'empêcher le Rassemblement national d'obtenir une majorité absolue à l'issue du second tour. On a vécu 3 semaines dures parce qu'on a un boulet. Vous l'avez entendu, c'est Mélenchon, 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 Mélenchon comme obstacle au vote. Avec l'arrêt François à l'AFP un peu plus tard dans la journée. Dans les terres comme ici, dans les terres populaires de province, ça bloque. Et on y revient. Là, on ne parle pas de stratégie fâché pas facho, de comment on va convaincre les électeurs. Là, on parle du fait que depuis le premier tour, tout ce que vous avez fait, c'est faire campagne contre Mélenchon pour espérer vous faire élire par les gens qui l'aiment pas. Et là, c'est ce que vous faites pareil au second tour. Vous faites campagne contre Mélenchon pour espérer vous faire élire par les gens qui l'aiment pas. Sauf qu'à un moment, il va falloir penser la politique, en fait. Il va falloir penser concrètement la stratégie de long terme. Qu'est-ce que vous ferez quand Jean-Luc Mélenchon il sera mort? Qu'est-ce que vous ferez pour justifier que vous faites des scores de merde? Ruffin avait fustigé la bêtise et le sectarisme de LFI. La rupture entre François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon est consommée depuis la purge des frondeurs de la France Insoumise MDR, qui n'ont pas été investis pour les législatives. Le premier avait dénoncé la bêtise et le sectarisme de LFI, jugeant que notre démocratie mérite mieux que ce parti. La semaine dernière, François Ruffin avait aussi estimé que Jean-Luc Mélenchon était un obstacle à la victoire du Front populaire. Le député sortant de la Somme est arrivé en seconde position au premier tour de législative avec 33,92% des voix contre 40% de la candidate RN Nathalie Ribeiro-Billet. Le leader du micro-parti Picardie Debout, qui est devenu du coup maintenant un micro-parti, a reçu le soutien très clair d'Alban Branlant, la candidate macroniste qui s'est désistée en sa faveur immédiatement après le premier tour. Par ailleurs, sans s'avancer sur la création d'un nouveau mouvement à gauche, François Ruffin a espéré dans la nouvelle Assemblée créer des traits d'union entre les différentes forces de gauche. Il a en revanche exclu toute participation à une coalition allant des communistes jusqu'aux députés LR. Donc en fait, il veut faire des traits d'union entre les différentes forces de gauche, pas pour autant une coalition avec les différentes forces de gauche, ni même un groupe commun, visiblement, mais sans pour autant faire une coalition allant des communistes jusqu'aux députés LR. Donc je ne participerai pas à un gouvernement qui est une coalition hétéroclite, inclusée. Voilà, c'est tout le truc qu'on a vu tout à l'heure. Quels que soient les dirigeants demain, le leader du micro-parti Picardie Debout a appelé à faire l'inverse de ce qu'a fait Emmanuel Macron depuis 2 ans, c'est-à-dire gouverner sans brutalité, en tenant compte des avis différents et avec une forme de tendresse, avec beaucoup de dialogue. Sauf que n'importe quelle personne qui a un petit peu de mémoire sur la gauche sait que dans une période de clivage politique, dans une période d'arrivée de la putain d'extrême droite au pouvoir, l'apaisement ne peut se faire que sur les bases du statu quo. L'apaisement et la tendresse ne veut strictement rien dire dans une France ingouvernable. La tendresse envers qui? S'il y a la moitié de la France qui est fasciste et l'autre moitié qui ne sait pas trop où elle habite, la tendresse, elle sera avec qui? Bah, la tendresse ne peut être qu'avec les gens qui ont toujours reçu de la tendresse jusqu'ici, en fait. Être tendre quand on est cerné par les faves, c'est juste aberrant. Oui, ça me fait penser à la vidéo de Léo sur les écolos, tu vois, sur le truc de la douceur en politique, etc. C'est d'une inanité politique terrible, quoi. Terrible. Il nie l'antagonisme, mais bien sûr. En fait, c'est ça, c'est qu'on est dans une période politique d'antagonisme intense, et sa stratégie, c'est de faire comme si cet antagonisme n'existait pas. Il n'assume pas la lutte des classes et le rapport de force, mais bien sûr. Mais d'autant que, encore une fois, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que je vais me répéter par rapport à ma vidéo d'hier. C'est même un mauvais marxiste. Le rôle de la gauche a historiquement été de politiser les gens. Pas de les apaiser ou de les caresser dans le sens du poil. Ça a toujours été de faire de l'éducation populaire. Le rôle historique et organique du Parti communiste français auprès de la classe ouvrière, historique, quand vous lisez les Marx, etc., c'est de transformer la classe ouvrière. De la transformer en une classe révolutionnaire. Parce que la classe ouvrière n'est pas révolutionnaire en soi. Hein. Les gens qui disent les ouvriers votent. La classe ouvrière n'est pas révolutionnaire en soi. Le but du parti, c'est de créer de la conscience de classe. Sans pour autant que ce soit un parti d'avant-garde, etc. Voilà, c'est de créer cette masse, précisément, où la classe ouvrière, et là je parle de classe ouvrière parce que, encore une fois, les équilibres économiques ont tellement changé depuis Marx qu'on ne peut plus vraiment parler de classe ouvrière comme moteur de la révolution. On a tout un tissu de précarisés, mais qui ne sont plus forcément appartenant à la classe ouvrière. On avait parlé dans mon live, encore une fois, de lundi, où on parlait aussi du rôle des employés là-dedans, etc. etc. Bref, de la reconfiguration, finalement, des catégories socio-professionnelles. Enfin bref. Mais c'est pas au moment où l'extrême droite est aux portes du pouvoir et où
le pays est plus divisé que jamais, qu'il faut abandonner ce rôle historique qu'a la gauche, précisément de transformer les consciences. C'est là qu'il y a de la démission du politique. Qu'est-ce que je voulais montrer d'autre pour finir cette séquence? Attends, il y a quelqu'un qui dit est-ce qu'on ne s'est pas trompé sur la France non votante en imaginant qu'elle était de gauche anard dégoûté? La France non votante n'est pas de gauche anard dégoûté. La France non votante n'est pas d'extrême droite convaincue, ni même macroniste. La France non votante est indécise. Et la France non votante est conquérable. On peut la conquérir, quoi. La France non votante, si elle ne vote pas, c'est précisément que son choix n'est pas arrêté. Donc en fait, quand on parle de conquérir l'abstention, conquissable, convaincable. Allez, convaincable. Ouais. Conquérable. Allez. La France non votante, c'est une terre de conquête. C'est pas une terre facile. C'est pas une terre qui nous est donnée. C'est une terre qu'on peut faire pencher d'un côté ou de l'autre. Donc c'est pas, encore une fois, il faut pas fantasmer l'abstention, mais il faut pas pour autant l'abandonner entièrement. Mais tout comme les votants, il y a plein de votants qui votent sans être particulièrement convaincus de leur vote. Plein de gens qui votent en n'ayant pas forcément toutes les infos et que tu leur donnes une contre-info, ils diront ah ben putain, si j'avais su, j'aurais pas, etc., etc. Y compris chez les votants, tu as des gens que tu peux changer. Sauf que tu peux pas les changer en disant que tu considères le peuple français exactement comme le RN le considère. Encore une fois, c'est pour ça que mon grand sujet, c'est aussi beaucoup la démission du politique, la démission de la conviction. C'est qu'il faut arrêter de considérer les gens comme un stock totalement arrêté. Alors du coup, ils le font avec le RN et les fâchés pas fachos. Sauf qu'ils le font en parlant leur langue. Non, le principe de les politiser et de les convaincre, c'est de les convaincre d'autre chose. Mais c'est pour ça que le travail militant, c'est un vrai travail. Et moi, encore une fois, moi, je ne saurais pas vous faire de leçons. C'est ce que je dis à chaque fois. Moi, je ne vais pas vous faire de leçons sur comment militer, sur comment parler aux gens dans un porte-à-porte. C'est beaucoup dans le détail et tout. Tout ce que je peux vous dire, c'est n'abandonnez jamais de convaincre les gens sur votre base, pas sur la base de l'ennemi. Le Front républicain, c'est le meilleur moyen de faire élire Le Pen en 2027. Et c'est là que j'y viens, justement. La deuxième partie de mon live. L'illusion de la grande coalition. Tout ce qu'on a en ce moment... Et encore une fois, c'est la réactivation de ce chantage au RN, ce chantage à l'extrême droite, en mode regardez, il faut voter pour nous, il faut voter pour le centre, parce que sinon c'est l'extrême droite, vous ne voudriez pas l'extrême droite, etc. Jusqu'à ce qu'on se demande, mais du coup, c'est quoi la différence avec Macron? Bref. Si on fait une coalition où on vote un peu avec les macronistes, ou même médiatiquement, on joue l'apaisement. On fait des petites tapes dans le dos, on se parle poliment, avec les gens qui ont matraqué les gilets jaunes, avec les gens qui matraquent économiquement la France entière, qui ont augmenté, etc., etc. Bref. Si on fait une grande coalition et qu'on fait des tapes dans le dos avec ces gens-là, dans la tête des électeurs, à la fois de certains électeurs de gauche qu'on a arrachés de haute lutte à l'abstention, mais aussi d'autres électeurs indécis, etc., ou même des électeurs RN, ça va confirmer le grand message qui était celui du FN il y a quelques années, qui est celui de l'UMPS. C'est-à-dire qu'on est en train de faire réémerger une coalition des gens bien, une coalition des bourgeois, un nouveau bloc bourgeois, allez, on accepte un petit peu de rajouter des communismes, mais de toute façon, bon, ils étaient déjà avec nous, etc. Enfin bref, on fait réémerger ça, et comme ça, on valide l'idée de base, le cœur de discours même du FN, qui est que eux sont les seuls qui défendent les vrais gens, face aux autres qui... façon, regardez, Macron, tout ce qu'il a fait, etc., etc. Dans le monde diplomatique, il parle de ce que tu dis. Ah ouais? Ah, ça m'intéresse. Et c'est un truc qu'on a observé un peu partout. C'est un truc qu'on a observé, par exemple, aux Pays-Bas, où ce genre de grande coalition est devenu un marchepied de l'extrême droite. Où, en fait, à force de vouloir gouverner par coalition, c'est-à-dire, en fait, parce que gouverner par coalition, c'est quoi? C'est limiter la casse, en fait. C'est limiter la casse, se dire qu'on va... Ouais, Clément Viktorovitch, on a parlé la dernière fois, et c'est extrêmement pertinent ce qu'il a cité. C'est qu'en fait, partout, il y a eu des coalitions de défense et non des coalitions de conquête. Partout, il y a eu des coalitions de défense, on va protéger un petit peu ce qui reste, on va sauver les meubles, etc. Ça n'a fait que... Ouais, et en Italie aussi. Ça n'a fait que valider, en fait, la thèse de l'extrême droite, et ça n'a fait que faire monter l'extrême droite au coup suivant. Et donc, en fait, cette idée d'une coalition, qu'elle soit au niveau du gouvernement ou au niveau de l'Assemblée, c'est précisément le truc qui va solidifier l'extrême droite dans son imposition d'une vision politique de la France. Parce qu'en fait, c'est pas juste que
c'est pas qu'une question de discours. C'est pas juste le RN. Les gens ils vont se dire ah ils ont peut-être raison, leur discours est bon, etc. Non, mais simplement que la vision fausse qu'ils décrivent de la France, la vision fausse qu'ils décrivent des rapports de force politiques, la vision ils se mettent eux contre les macronistes et ils ont juste à faire campagne contre les macronistes en utilisant la gauche comme un repoussoir qui est de l'ordre de l'évidence, etc. Et bah si on fait ça, on fait exister ce qui n'existe pour l'instant que dans leur discours. Enfin, bon, qui n'existe pas tant que ça dans leur discours, vu tous les moves qui sont en train d'être faits en ce moment. Mais du coup, on fait exister ce truc, on valide leur... Et du coup, on fait arriver l'extrême droite au pouvoir à la suite. Et une fois que l'extrême droite est au pouvoir, putain, mais bonne chance pour la déloger, en fait. Donc c'est aussi le truc de... Si on refuse de tenir bon, si on refuse de faire une grosse minorité d'opposition, finalement, en fait, de bloquer la France. Parce que c'est ça, en fait, la question de... Parce que l'autre option, c'est quoi? C'est de rendre la France ingouvernable. Rendre la France ingouvernable, c'est laisser les macronistes dans leur merde, les bloquer s'ils veulent proposer un gouvernement. Merci Eza pour l'abonnement offert. De continuer de faire en sorte que le Front populaire se solidifie dans son alternative d'un monde nouveau, pas qu'elle aille vendre cette alternative au plus offrant macroniste. Donc si on refuse de faire ça, parce que alors les gens ils vont se dire ah mais dans les médias ils vont nous reprocher que c'est notre faute si la France est bloquée, si la France n'avance pas, etc. Oui mais de toute façon les médias quoi qu'il arrive ils seront contre vous à partir du moment où vous êtes de gauche, à partir du moment où vous n'êtes pas avec les macronistes. Et même si vous êtes avec les macronistes ils vont vous taper dessus quoi qu'il arrive. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? À un moment si on n'assume pas de vouloir faire une gauche qui tient son rang, la gauche sera finito, laminée. La gauche sera morte. Et c'est pour ça que la France insoumise tient son rang. Et c'est pour ça que les macronistes essayent de limiter au maximum le nombre de députés insoumis. Regardez ce qu'ils sont en train de faire à Zaya Hamdan dans la deuxième circo de la Somme. C'est précisément parce qu'ils savent que tant qu'il y a une étincelle, c'est elle qui remet le feu à la plaine. Et que tant qu'il y a une gauche de rupture qui tient bon, bah ça fait un travail de long terme qui peut finir par l'emporter. Il faut un cap clair.